vous présenter les beaux participants à cette table pour dossier 137. Alors, on m'a dit dans quel sens. Alors, nous avons Barbara Letellier d'abord, productrice. Bonjour. À ses côtés, Caroline Bingeot, productrice du film. Monsieur Gilles Marchand, co-scénariste du film. Bonjour. Là, je passe de ce côté. Carole Scotta, productrice du film. Guslali Malanda, le réalisateur Dominique Moll et son actrice principale, Léa Drucker. Et comme c'est un très beau film collectif, je tiens à dire le nom des acteurs qui sont là, au premier rang. Donc Valentin Campagne, Sandra Colombo, Théo Costa Marini, Solane Machado Graner, Stanislas Mérard, Paume Perronnet, Mathilde Rioux, Mathilde Rorich et Jonathan Turnbull. Voilà. Alors, je vais poser une première question pour qu'on se mette un peu en jambes. Et après, je sais qu'il y a plein de gens qui ont l'intention d'en poser. Donc, c'est une très belle salle bien pleine. Dominique Moll, voilà, tout bêtement. Vous aviez évidemment fait un film qui avait beaucoup marqué précédemment sur les violences faites aux femmes, mais dans le cas d'une plongée quand même dans l'univers de la police. Est-ce que c'est ça, c'est-à-dire d'avoir plongé une première fois dans l'univers de la police, qui vous a donné envie d'y replonger, mais avec un autre sujet et un autre genre de violence ? Disons que La Nuit du 12, qui se passe au sein d'une brigade criminelle de la police judiciaire, m'a effectivement donné l'envie de continuer à m'intéresser aux institutions policières et à leur fonctionnement. Et l'avantage des polars, enfin des enquêtes policières, c'est que voilà, on peut travailler sur les codes du polar avec la tension, le suspense, etc. Mais on peut aussi glisser d'autres thématiques. Donc, dans La Nuit du 12, c'était effectivement les violences faites aux femmes. Là, c'est davantage les violences policières pendant des opérations de maintien de l'ordre, mais à travers une enquête policière menée par l'IGPN, donc la police des polices. Et c'est ce qui m'intéressait. Enfin, je sentais qu'il y avait matière à fiction dans le fait de voir des policiers enquêter sur d'autres policiers. Est-ce que vous voulez qu'on passe aux questions ? Parce que je sais qu'il y en a. C'est une madame, je crois que vous êtes la première, oui. C'est ça, non ? Ouais. Oui, c'est à vous. Bonjour. Levez-vous. Oui. Bonjour. Lila pour Getty News. Bravo pour ce film. Il y a, puisque c'est qu'une question, je pense qu'une question. C'est très sobre la façon dont la narration est très sobre et c'est très méthodique. Vous avez fait le film à la manière d'une enquête. Vraiment, c'est très méthodique, très administratif comme le fait la police. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir raconter ? Parce que je pense que vous avez pris votre temps pour faire un film sur les Gilets jaunes, vu que ça date quand même. Maintenant, on n'entend plus vraiment parler. D'ailleurs, merci. Qu'est-ce que vous vouliez hurler un petit peu? Moi, j'ai eu cette sensation que vous hurliez quelque chose, mais avec un ton extrêmement comme ça, bas et très méthodique. Donc, je ne hurle pas, en fait. Non, alors j'aime pas hurler. J'aime pas non plus l'idée de film coup de poing, etc. Enfin, ce que j'essaye, ce que j'aime faire, c'est essayer de faire comprendre le fonctionnement d'une institution. Alors, pourquoi les gilets jaunes ? C'est parce que c'est une période. Enfin, c'était en 2018-2019, donc. Pas si loin, et en même temps ça paraît très loin parce qu'entre-temps le Covid est passé par là. Mais c'était une période qui a ébranlé le pouvoir
politique qui a mené à des réactions, à des surréactions au niveau du déploiement des forces de l'ordre. Et c'est un mouvement qui a vraiment mis à jour des fractions, des fractures, pardon, n'importe quoi, des fractures qui existent, enfin, qui traversent la société française, et notamment entre voilà, les métropoles et Paris et des petites villes ou des territoires de province où beaucoup de gens ont l'impression qu'ils sont invisibles et qu'on ne s'intéresse pas à eux, où les services publics déclinent, etc. Et voilà, donc c'était assez symptomatique de ça. Là, on a l'impression que ça, c'est effectivement très loin, mais ces fractures existent toujours, et ça me semblait une bonne façon d'en parler. Enfin, d'autant plus que le mouvement des Gilets jaunes, enfin, ça fait vraiment partie maintenant de l'histoire de France. Donc, je pense que c'est important aussi de s'attaquer à de tels sujets. Question suivante, je crois, oui. Oui, bonjour, Gérard Chargé, Cinézoom. Alors moi, je tiens à vous féliciter par rapport au scénario, tout d'abord, que vous avez écrit en complicité, encore une fois, avec Gilles. On se connaît bien, puisqu'on s'est rencontrés sur chaque film. Mais moi, je voudrais justement insister sur ce fait-là, c'est que tout ce qu'il y a dans le film, on sent que vous avez fait une enquête approfondie, parce que moi, j'ai vécu la même chose, sans être autant blessé. Mais j'ai vécu ça à Marseille le 1er décembre 2018. Et c'est vrai que j'ai vécu avec les tribunaux, avec les enquêtes de police. Il n'y a pas eu l'IGPN qui a fait son enquête. Mais c'est vrai que tout le monde, on a tous été violentés et on a porté plainte. Mais aucune plainte n'est arrivée. Et donc c'est vrai que le fond du film, c'est un peu ça. Donc comment vous avez pu avoir accès à toutes ces informations? Et puis une question pour Léa Drucker, quand on interprète un personnage comme ça, justement, est-ce qu'on a de l'empathie pour ce personnage? Et puis en même temps, tout ce que véhicule justement Dominique dans le film, c'est quelque chose de vraiment important. C'est un film citoyen, moi je pense. Et en même temps, vous retracez la vérité. Donc c'est ça qui est important, et je tenais à témoigner par rapport à ça, parce que je l'ai vraiment vécu sur le terrain, parce que moi j'ai été pris à partie, parce que je filmais les manifestations. Vous voyez, donc je n'étais pas un terroriste. Voilà. Oui, oui. Alors, sur le scénario, enfin, sur la précision, je pense, c'est la documentation. Mais le film commence par une phrase d'ailleurs, ce cas est inspiré, enfin il y a quand même... Le film est inspiré enfin est une fiction inspirée de faits réels. Disons que j'ai fait beaucoup de recherches et de documentation déjà, enfin à travers la presse ou les livres, enfin la presse a retracé plusieurs enquêtes de manière assez fouillée et détaillée. Enfin notamment une, qui a lieu à Marseille à peu près en même temps que vous, d'une jeune femme qui s'appelle Angelina et qui a été tabassée par des policiers en marge d'une manifestation et qui a eu le crâne fracturé et dont les policiers n'ont toujours pas été identifiés. Donc mais il y a eu d'autres affaires aussi qui m'ont inspiré. Mais le plus important pour pouvoir raconter cette histoire, sinon je pense que je ne l'aurais pas fait, parce que pour moi il est important de savoir de quoi on parle et de maîtriser son sujet, c'est que j'ai eu la chance assez inespérée de pouvoir faire une immersion au sein de l'IGPN, de la délégation parisienne, pendant une semaine, et ce qui m'a permis d'assister à des auditions, de voir comment ça fonctionnait, et surtout de pouvoir échanger avec des enquêteurs et des enquêtrices sur leur travail. Voilà, du coup, tu peux peut-être enchaîner sur... Oui, je vais enchaîner. Par rapport à votre question sur l'empathie, alors je pense que ça, c'est le cœur de mon métier, de pouvoir être empathique avec les personnages qu'on choisit. En tout cas, au moment où on les interprète, effectivement ne jamais être dans un jugement. Mais il se trouve que particulièrement sur ce personnage-là, j'ai été très, très avec elle, avec Stéphanie, parce que grâce à Dominique, j'ai pu rencontrer ces enquêtrices de l'IGPN qui ont eu la gentillesse de partager des confidences, de m'expliquer leur métier techniquement, évidemment. Et puis, elles m'ont laissé leur poser des questions qui étaient plus intimes sur leur vocation, sur des choses très humaines, en fait. Et de partager avec moi aussi les difficultés. Et je crois...
dans cette conversation, ça n'a pas forcément été dit, mais j'ai senti quand même cette solitude un peu d'être entre deux eaux, quoi. C'est-à-dire de ne pas être forcément apprécié par les collègues policiers et de ne pas être non plus apprécié forcément par les citoyens. Cette position un peu qui est difficile, et en même temps c'est des enquêtrices qui font un travail très dur, très technique, très engageant, et qui essayent de rendre justice et qui cette conversation était passionnante et parfois un peu émouvante, comme c'est le cas du parcours de ce personnage dans le film. Je trouve que quand j'ai lu le scénario, j'étais évidemment saisie et passionnée par tout l'aspect technique, documenté, et les enjeux politiques aussi qu'il y avait dans le film. Mais j'ai trouvé que avec ce langage parfois qui est très particulier, ce langage de l'enquête, qui est très assumé dans le film, il y avait cette émotion qui montait au fur et à mesure de la narration de ce film. Donc ça, c'était très saisissant à la lecture du scénario déjà. Donc sur le tournage, oui, ça a été très, très riche pour moi comme expérience. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'aime beaucoup ce personnage. Oui, il me touche beaucoup. Oui. Bonjour, Charles Delaunay pour l'Info tout court. Un grand bravo à toute l'équipe pour votre super film finement écrit. Ma question rejoint le sujet de la précédente, notamment concernant tout votre travail de recherche, de documentation et d'immersion au sein de l'IGPN. Donc votre film met l'accent sur l'omerta et la loi du silence qui semble gangréner les institutions policières et la quête de justice. Est-ce quelque chose dont vous avez été témoin, dont on vous a parlé lors de tout votre travail de recherche ? Alors, disons qu'avant d'y mettre les pieds, enfin, en lisant des enquêtes, enfin, que ce soit dans Le Monde ou Mediapart ou d'autres journaux, il était toujours un peu dit que voilà enfin, ou insinué au moins que l'IGPN ne faisait pas bien son boulot, classait les affaires, enfin non, pas classer les affaires, mais ne faisait pas bien son boulot, essayait de couvrir les policiers, de pas aller jusqu'au fond de leurs enquêtes, jusqu'au bout de leurs enquêtes. Et voilà, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre en y allant, mais c'est quelque chose que je n'ai pas du tout constaté. Enfin, j'ai vu que les enquêtrices et les enquêteurs faisaient un travail très fouillé et sérieux et passaient beaucoup de temps à... Alors après, c'est vrai que parfois ça prend beaucoup de temps, mais j'ai aussi compris pourquoi, parce que, enfin, notamment dans des affaires de maintien de l'ordre, ils mettent beaucoup de temps à rassembler des vidéos, enfin que ce soit de caméras de surveillance de la préfecture de police ou de gens qui ont filmé avec leur smartphone, qui ont sur les réseaux sociaux, déjà pour avoir des images et de comprendre ce qui s'est passé lorsqu'une plainte a été déposée ou qu'un manifestant a été blessé. Donc j'ai pas l'impression que les affaires sont bâclées, que les enquêtes sont bâclées, pas du tout. Après, il faut savoir aussi que c'est pas l'IGPN qui décide du classement ou non d'une affaire. Il travaille avec le parquet, enfin comme une enquête criminelle d'ailleurs. Enfin c'est soit avec en lien avec un procureur, ou si une information judiciaire est ouverte avec le juge d'instruction, et c'est le procureur qui va décider s'il faut donner suite à une enquête ou non. Donc c'est... S'il y a un souci disons que peu d'affaires, parce que c'est vrai que sur le nombre de plaintes qu'il y a eu, il y a peu de plaintes qui aboutissent ou qui se terminent par une mise en examen et un procès, mais c'est pas vraiment du fait de l'IGPN. Mais c'est vrai que c'est un problème. Enfin, c'est vrai que les affaires auxquelles j'ai pu m'intéresser de manière plus détaillée, qui ont tous eu lieu en fin 2018, elles n'ont pas encore été jugées, et donc ça c'est
voilà, parce que voilà, c'est très 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 long, et pour les victimes, enfin c'est comme c'est dit dans le film, quoi. Ça fait des mois et même des années qu'on attend et on nous dit rien. Et c'est vrai que c'est très difficile, mais ce que je trouve encore plus problématique, enfin notamment dans le cas des blessés, dans le cas des manifestations des Gilets jaunes, c'est que c'est comme si c'est comme si c'était des dommages collatéraux, enfin dont il fallait pas tenir compte, et notamment de la part du pouvoir politique, qui a jamais eu un geste ou une parole pour dire écoutez, ces blessures n'auraient pas dû vous arriver, on était dans une situation, on était débordés, ça vous est arrivé, mais ça n'aurait pas dû arriver. Enfin, ne serait-ce que ça, de prendre en considération la souffrance de ces gens, que ça n'ait pas été fait. Je ne vois pas ce que ça aurait coûté des représentants politiques de le faire, ou d'ailleurs de toujours le faire, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, qui est encore presque pire pour les victimes, enfin, qui ont de violences policières, c'est que vous avez l'impression que tout le monde s'en fout, quoi. Et j'espère que le film va au moins changer ça. Avant de donner la parole, je sais qu'il y a une question qui attend là. Je voudrais juste rebondir. Oui, je voudrais rebondir sur la notion du scénario, mais avec Gilles Marchand, parce que tout à l'heure, Léa parlait de l'empathie, et donc cette notion d'empathie. Mais vous avez aussi décidé que cette enquêtrice de l'IGPN, elle soit du même patelin, quoi. Enfin, qu'il y ait quelque chose aussi dans les origines même, dans les racines populaires, qui fasse que elle s'attache peut-être un peu plus que d'habitude à ce dossier-là. Enfin, ça vous est venu comment de vous dire, voilà, cette Parisienne, en fait, elle n'est pas parisienne, quoi. Oui, mais c'est quelque chose, pour le coup, qu'on avait pu sentir et voir au moment du mouvement des Gilets jaunes notamment, que les policiers qui étaient chargés de maintenir l'ordre étaient parfois des mêmes origines sociales que les manifestants, et c'est vrai pas seulement évidemment de ceux qui maintenaient l'ordre, mais de tas de gens dans la société, et notamment ça nous a paru une façon de créer une espèce de mettre un espèce de petit caillou dans la chaussure de ce personnage de Stéphanie, de faire glisser son point de vue d'une certaine manière en se trouvant face à quelqu'un qui pourrait être de sa famille, en venant de la ville et de la région d'où elle-même est origine. Et ce déplacement du regard, alors qu'elle est d'habitude clairement dans sa fonction de policière à interroger d'autres policiers en essayant de bien faire son travail, mais évidemment avec une compréhension de leurs problèmes, puisqu'elle-même a vécu, quand elle était à la PJ, des difficultés proches de celles de ses policiers. D'un coup, son point de vue glisse un peu simplement sur cette information qu'elle recueille de la mère du jeune blessé, qui est qu'elle vient de la même ville. Et ça nous amusait que ce simple détails biographiques se mettent à prendre dans l'histoire une importance de plus en plus grande dans son engagement. Ce qui est marrant, c'est que le personnage de Stéphanie est à la fois très raisonnable et très engagé dans son travail, et en même temps, sa façon d'être raisonnable bascule un peu vers la déraison, c'est-à-dire qu'elle se passionne, comme dit sa chef, à la fin de façon éventuellement biaisée ou excessive, et elle le fait avec, entre guillemets, trop de cœur selon elle. Et c'est vrai que voilà, que dans la raison, il y ait une part presque de folie, quoi, enfin de passion, et que pour, au fond, faire les choses bien, il faut pas seulement obéir, mais aussi s'engager, éventuellement de façon déraisonnable. Moi, c'est des paradoxes, voilà, sur lesquels on a échangé avec Dominique, et qui nourrissent le trajet personnel, humain de Stéphanie. Et j'ajoute encore une petite chose, et je me tais après. J'ai l'impression que le travail, enfin qu'on peut tous
sentir, quand on aime son travail, qu'on essaie de bien le faire, et même quand on ne l'aime pas d'ailleurs, mais simplement on essaye de bien faire son travail, et que ce travail n'est pas considéré, ou que d'autres considèrent qu'il est inutile. Il y a quelque chose qui se détraque, et qu'il est nécessaire oui, de sentir. C'est pour ça que presque sur la question évidemment politique, avec Dominique, c'était important pour lui en particulier, mais pour moi aussi évidemment, que ce personnage d'enquêtrice de l'IGPN soit pas quelqu'un qui a... Je vais pas trouver mes mots, mais soit quelqu'un qui est, ce que tu disais, c'est-à-dire dans une position inconfortable, qu'on puisse à la fois la juger un peu et en même temps être totalement avec elle, partager ses efforts. Pardon. Monsieur. Bonjour. Bonjour, moi je suis Freddy Flerna de l'Argentine. Et c'est intéressant parce que cette histoire, plus ou moins, s'est passée il y a un mois et demi. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Un policier, au lieu de disparaître des boules de gomme, comme ça, ils ont blessé. Et c'est une histoire un peu semblable. Et je voulais savoir si vous avez été au courant de ça. C'est parce qu'il y a des semaines tous les mercredis en Argentine. Et en plus de ça, je me demande... on connaît très bien Dominique, la plupart des films sont sortis en Argentine, on l'aime bien, Léa Drucker aussi. Mais je voulais vous demander à Guzlagui Malanda si c'est un de vos premiers films, quelle est votre histoire de cinéma, quelle est votre carrière, s'il vous plaît. Je dois faire Google, mon propre Google, ma propre page Wikipédia. Pardon, je m'y attendais pas du tout. Quelle est mon histoire cinématographique, ma carrière ? Écoutez, j'ai joué dans un film il n'y a pas très longtemps que j'ai beaucoup aimé et qui m'a valu sans doute un intérêt. Enfin, sans doute Dominique a vu le film et a trouvé que peut-être qu'Alicia Madi m'irait bien, qui s'appelle Saint-Omer d'Alice Diop. Et voilà. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de jouer avec Bertrand Bonello et puis maintenant avec Dominique, pour la faire très courte. Mais j'ai une page Wikipédia en espagnol. Question suivante. Je vois rien. Là-bas ? Oui, à Bonjour, gauche. Serge Bellège, Kiné.presse. C'était une question pour Léa Drucker. Que ce soit dans L'intérêt d'Adam ou dans ce film-là, vous êtes tous les deux, vous avez incarné deux personnages très impliqués, très honnêtes et très humaines. Et les deux arrivent en fin de film à un échec à cause de l'administration ou à cause du système. Je voulais savoir si c'était un choix personnel ou si c'était des rôles simplement qu'on vous avait proposés, que vous avez choisis. Il y a un mélange des deux. En fait, c'est d'abord une chance qu'on me propose ces rôles, parce que ça, en premier lieu, je dirais que c'est ça. C'est qu'il y a des personnes comme Laura Vandel ou comme Dominique qui pensent à moi pour des personnages qui ont ce trajet-là, ce parcours-là. Et que de jouer des personnages qui sont dans un système comme ça, dans le système public, je pense qu'il y a quelque chose qui m'appelle aussi avec ça, parce que j'ai été élevée par des parents qui venaient de la fonction publique aussi, et que j'en connais un peu les difficultés de par leur récit. Après, ça n'est pas que ça, évidemment. C'est que je suis spectatrice de cinéma avant tout, et que quand je lis ces scénarios, ils sont très bons, et que le but d'une actrice ou d'un acteur, c'est d'avoir des scénarios comme ça, et où il y a tant de complexité aussi. Parce que ce qui est intéressant dans ces personnages, que ce soit l'infirmière Lucie dans L'intérêt d'Adam ou Stéphanie dans Dossier 137, c'est qu'en effet, c'est des personnages qui veulent faire bien leur travail, ils ont de l'expérience, ils ont de l'ancienneté, ils sont même sobres dans ce qu'ils font, dans ce qu'elles font. Et c'est le jour, ce qui est intéressant, c'est de raconter le jour où la machine déraille un peu, parce qu'il y a quelque chose d'humain qui prend le contrôle. Il y a quelque chose d'intime aussi qui se joue, qui fait qu'on est dépassé par la fonction. On ne peut plus rester que dans le cadre.
Et ça, c'est super intéressant de raconter ça au cinéma, parce que je crois qu'on a tous dans nos vies des moments où il se passe quelque chose qui fait qu'on a peut-être envie de sortir de ce cadre, ou en tout cas quelque chose qu'on ne contrôle plus. Et c'est très beau quand c'est raconté par le cinéma et par des metteurs en scène qui sont très sensibles et qui ont envie, comme moi, de mener ces personnages dans leurs troubles aussi. C'est-à-dire que être enquêtrice à l'IGPN, c'est je pense, en tout premier lieu, une vocation. Alors, je ne sais pas si c'est une vocation d'être enquêtrice à l'IGPN, c'est une vocation d'être policière. Et cette vocation, c'est intéressant de représenter une femme dans sa fonction et qui a un trouble. Et peut-être, on peut se poser la question, est-ce qu'elle fait bien de faire ça? Est-ce qu'elle outrepasse pas ses droits? Et moi, évidemment, ça me passionne et ça m'intéresse. Parce que c'est là qu'on parle de l'humanité. Et pas juste une information, une information utile, mais qui peut être un peu abstraite. Nous, on essaye en tout cas de rendre compte de cette humanité dans des métiers qu'on ne connaît pas si bien. Voilà. Et ça me permet de faire un peu d'immersion aussi dans des univers intéressants. C'est à vous, je crois. Bonjour, Shimon Soufir, Movie and Love. J'ai une question pour Dominique Moll. On dit souvent que dans la conception d'un film, le geste le plus fondamental, c'est de trouver le ton du film. Moi, je pense que pour celui-ci en particulier, c'était de trouver le point de vue. Donc, ma question, c'est est-ce que ça a été vraiment le point de départ, c'est de trouver l'angle, le point de vue que vous allez après démontrer dans le film? Quand on conçoit un film ou quand on commence à travailler sur un scénario, la première question, que ce soit pour Gilles ou pour moi, c'est effectivement la question du point de vue, du point de vue de qui on va raconter l'histoire. Après, il peut y avoir des points de vue multiples. Là, c'est un point de vue quasi unique, mais ça peut être des points de vue multiples. Mais de cette question du point de vue découle tout, pas que l'écriture du scénario, mais aussi le découpage, la façon de la mise en scène, la façon de filmer les choses, la façon dont on les monte. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris très tôt, dès le moment où je me suis intéressé au cinéma, à travers les conversations entre Hitchcock et Truffaut. C'est quelque chose dont il parle tout le temps, le point de vue, et c'est quelque chose, quand je fais des interventions en école de cinéma, que j'essaye de transmettre aussi, parce que c'est comme vous dites, c'est essentiel. La question du point de vue est essentielle, du point de vue de qui. Là, c'est le point de vue de Stéphanie. On voit tout, on perçoit tout à travers son regard, et du coup on fait le trajet avec elle. C'est avec elle qu'on va découvrir qu'il y avait un témoin à la fenêtre, qu'elle va découvrir les vidéos, etc. Et c'est ça qui fait qu'on s'identifie et qu'on rentre, ce qui nous permet de rentrer dans une histoire et d'y rester jusqu'au bout. Bonjour, Antoine Rousseau, du Miroir. Ma question serait pour Dominique et Gilles sur votre travail d'écriture, parce qu'il y a un prolongement thématique évident entre La Nuit du 12 et Dossier 137. Et j'aurais aimé savoir si le processus d'écriture avait évolué entre les deux, puisque la forme et l'écriture me semblent très, très, très différentes, malgré les ponts thématiques qui sont évidents. Oui. Avec Dominique, on se connaît, on travaille ensemble depuis une quarantaine d'années, et du coup, il y a une espèce de méthode qui n'est pas du tout méthodique, qui est que les choses... c'est un mélange de rigueur et de liberté, c'est-à-dire qu'on se laisse, on s'autorise à noter, à écrire des choses qui peuvent être des petites bribes de dialogue, un pitch général, une séquence, une succession de séquences, une scène, ce qui nous vient, et puis de tirer ces fils-là en sentant, en faisant confiance à la fois Dominique parlait du point de vue, à quelque chose qui nous parle, qui nous guide, et la façon dont ça se construit. Alors, c'est pas
quand je dis que c'est pas une méthode, c'est que c'est pas une méthode, c'est pas qu'on peut tellement enseigner à l'école, et c'est pour ça que ça repose aussi sur des années de complicité, qui fait qu'on travaille dans la même pièce souvent pour l'écriture, pas que, mais parce que Dominique est beaucoup plus travailleur que moi, donc même quand je suis pas, il continue à travailler, ce qui est moi pas toujours mon cas. Enfin, ça travaille, mais dans ma tête, et donc ça, voilà, les choses se construisent. Alors, je dirais au fil des années, de plus en plus. À la fois librement, dans une confiance, enfin sans se terroriser avec ça marche pas, on laisse venir les choses, on les pose, on les construit. Alors après, chaque film est différent et impose sa propre fluidité, ou au contraire, des fois, ces moments un peu de panne, hein. Ça n'est pas que idyllique, mais c'est quand même, voilà, ce que je peux dire. Oui, c'est un peu comme un potager où tout à coup il y a les salades qui poussent et puis les tomates elles sont très en retard et donc il faut aller les arroser et puis à la fin il faut espérer que tous les légumes soient là, quoi. Voilà. Oui. Non, et moi, pour rajouter dans l'image, je voudrais dire que ça fait aussi longtemps qu'on produit avec Barbara, Caroline des films, et quand ils nous servent notre salade, elle est déjà assez composée. Il y a déjà tout, et c'est vrai que c'est assez remarquable de lire une première version de Gilles et Dominique qui est déjà très très proche en réalité du film qui va être tourné. Et c'est leur cuisine interne et à laquelle nous avons un grand plaisir à ne pas participer, car le plaisir de lire le scénario presque achevé est un grand plaisir et rare. C'est assez drôle parce que les métaphores culinaires, ça marche toujours. Vous avez remarqué, tout le monde démarre au quart de tour. Mais si je pouvais rajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec la salade, mais beaucoup avec le travail de Gilles et Dominique, c'est que c'est vraiment pour nous, productrices, pour toutes les trois, on a une chance incroyable de travailler avec eux. Vous savez, il y a ce débat sur l'homme et l'artiste, et ce qu'il y a de merveilleux avec Dominique, c'est que l'homme ressemble à l'artiste, et que c'est très important cette cohérence-là. Et par ailleurs, il y a autre chose, c'est qu'on est vraiment... On est vraiment très très heureuse de pouvoir produire un cinéma qui manifestement est réparateur. C'était un peu l'effet que ça avait eu avec La Nuit du 12, qui était un film très dur, voire un peu glauque et très graphique, très violent. Et pourtant, ça faisait du bien. Ce film nous faisait du bien. Et j'ai l'impression qu'avec Dominique, sa façon comme ça d'investir des espaces laissés totalement en friche, pour reprendre une métaphore d'agriculture, qui sont les zones grises. Hein, c'est ces zones grises, celles de la nuance, de la complexité, qu'on a complètement désertées, alors qu'en réalité, c'est celles avec lesquelles il faut absolument renouer. Et je pense que les gens ont besoin de renouer avec ça. Donc, c'est ce cinéma qui nous permet de renouer avec cette partie assez fondamentale de nous-mêmes. Mais j'aimerais bien rebondir avant de continuer à vous céder la parole, parce que il y a un personnage, c'est celui que vous incarnez, Gus Lagy, qui lui, en fait, j'ai presque l'impression, il y a des moments où on a l'impression qu'il fait un peu le pont, d'ailleurs, avec La Nuit du 12, parce que vous êtes donc, vous êtes celle qui change tout, enfin, qui va tout changer, enfin, ça va pas aller au bout de la justice, mais vous êtes celle qui a tout filmé, qui va tout changer, mais quand vous hésitez à donner cette preuve dont après Stéphanie va tellement essayer de se servir, vous avez peur en fait. Parce que et là, on n'est plus dans les violences policières de ce moment-là, mais ça évoque les violences policières des banlieues, ça évoque aussi de loin les violences possibles faites aux femmes. Enfin, donc en fait, vous incarnez un peu ça, c'est-à-dire une autre zone grise qui se rattache aussi à ce film-là. Enfin, c'est vraiment un rôle très important dans ce qu'elle elle porte avec elle, quoi. Oui, et puis, oui. Mais moi, je trouve aussi qu'elle est à un endroit parce que tout le film pose la question de la responsabilité, des responsabilités, de ce qu'implique une responsabilité, en fait. Et donc, elle de policiers viennent l'interroger sur son lieu de travail, ce qui est quand même d'une violence inouïe, surtout dans un travail où elle est le dernier maillon de la chaîne dans un hôtel, avec les personnes sans doute qui font la plonge.
Elle est au service couverture, en plus, elle n'est même pas gouvernante. Donc, autant vous dire que vraiment, quand 2 policiers viennent la voir, je pense qu'il faut qu'on voit qu'elle est fermée, mais aussi qu'elle a peur, parce qu'elle n'est rien, justement, selon certains. Et ensuite, il y a la question de... ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en très peu de scènes, elle a une complexité, parce qu'elle a filmé. Donc, elle a un pouvoir, quelque part. Et qu'elle prend sa responsabilité de témoin. Voilà. Oui, citoyenne. Oui, mais pour moi, citoyen et témoin, ça va ensemble, presque. La vigilance. Je me permets, voilà. Par rapport à ce que... Guillemette, tu disais, c'est que le pont avec la nuit du 12, c'est qu'aussi le personnage d'Alicia, que joue Gus Lagi, est assez énigmatique. Enfin, elle est à la fois sans doute une représentante de tas de choses qui sont aussi off dans le film, mais elle a sa propre part de mystère et d'opacité que, pour le coup, Gus Lagi incarne de manière puissante. Et on est au Prince de Galles à Paris, mais on pourrait être aussi au Sofitel dans une chambre d'hôtel à New York. Oui. Bonjour, Mehdi Omaïs, félicitations vraiment pour ce film que j'ai adoré. D'abord, Léa, bravo pour ces 2 films, parce que l'intérêt d'Adam, c'était chambé, vous avez tué le game déjà. Moi, ma question, c'est un approfondissement sur l'écriture. En fait, ce qui est fou et vertigineux, c'est la façon dont vous êtes conscient que, en fait, vous investissez des domaines qui passionnent les gens ou qui peuvent créer des débats, et vous trouvez toujours le mot juste, la formulation juste. Je me demande comment vous arrivez à trouver justement les formulations qui ne sont pas problématiques. C'est-à-dire que dans la bouche des personnages, tout est audible, tout est clair, tout est net. Et est-ce que vous avez genre un tableau quelque part où vous disiez, vous mettez ça, je peux pas le dire, je peux pas le mettre, je vais trop loin, parce que c'est vraiment de l'équilibrisme à ce niveau. Est-ce que tu as un tableau? Non, c'est... Enfin, les meilleurs dialogues du film, c'est Gilles qui les a écrits, donc... Disons qu'au départ, moi j'ai du mal à m'exprimer clairement dans la vie, et qu'en écrivant, ça me laisse le temps donc je peux passer une journée pour trouver effectivement quelques... Il y a une chose qui me... Enfin, c'est vrai que, par ailleurs, Dominique est quelqu'un de scrupuleux, moi un peu aussi, et cette recherche d'équilibre, enfin, on est... dans un monde et dans une époque où on connaît les oppositions, le goût du clash, les algorithmes nous entraînent encore plus là-dedans. Enfin, et c'est vrai que ça nous paraît à la fois important et plaisant d'essayer de dénouer ça plutôt que de jeter de l'huile sur le feu. Au contraire, de dire, mais il y a aussi quelque chose de passionnant à être plus équilibré, de considérer les choses, les prendre au sérieux. Moi, il y a la fameuse phrase de Jean Renoir dans La règle du jeu, enfin qui dit, lui, dans La règle du jeu, le personnage qu'il incarne, ni le plus terrible dans notre monde, c'est que chacun a ses raisons, et ça rejoint les questions de point de vue aussi, c'est-à-dire que tous les personnages du film, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, ils ont leurs raisons, et le travail de Dominique, avec moi l'écriture, mais au découpage, à la mise en scène, la confiance qu'il accorde aux comédiennes et comédiens pour incarner leurs propres raisons, leurs propres motivations, que ça soit pour mentir de manière qui nous choque, mais on sent qu'eux, ils ont aussi peur de quelque chose, qu'ils ont d'autres problèmes qu'ils ont sur la tête. Et donc, voilà, c'est d'essayer de faire vivre, d'incarner toute cette complexité à partir de dessins qu'on essaye limpides. Voilà, bon, alors, encore une fois, l'oral, c'est moins clair. Alors, je suis désolée, je vous annonce que c'est la dernière question. Donc, et c'est Madame. Bonjour, Gabriela Bravo, Culture et Arts Chili. Le personnage d'Alicia ne croit pas en la justice. Le personnage de Stéphanie croit profondément en la justice. Donc, je voudrais demander à Dominique, Gus Lagi et Léa si vous croyez en la justice.
Merci. Ah waouh, comme dernière. Ok. Qui répond en premier? En tout cas, je crois à l'importance de la justice. Après, je crois à l'état de droit, enfin à l'importance de l'état de droit. Après, la justice, elle est toujours perfectible. Enfin, on voit bien, évidemment, que justement, enfin, dans le cas des violences policières et des victimes, enfin, comme je disais, qui sont pas considérées, c'est un problème de justice. Et il y a un grand contraste entre, enfin, au moment des manifestations des Gilets jaunes, entre des manifestants qui se faisaient condamner en comparution immédiate très rapidement, enfin, le lendemain de leur arrestation, parfois des peines de plusieurs mois de prison, et ces enquêtes policières où le temps de la justice est beaucoup, beaucoup plus long. Donc, mais c'est pas pour autant... enfin, la justice en soi, oui, je pense qu'il en faut, mais qu'elle est toujours perfectible et qu'il faut travailler à ça pour que tout le monde soit égal devant la loi, ce qui n'est pas le cas, et selon les pays, enfin, encore moins dans certains que dans d'autres. Enfin, il y aura toujours des différences, mais c'est cette notion-là qui est primordiale. Je rejoins évidemment ce que dit Dominique. Je crois en la justice et je pense que c'est un socle de notre démocratie, mais qu'elle mérite d'être questionnée et qu'il est nécessaire pour nous, à travers les histoires qu'on raconte, de poser des questions, d'essayer de créer de la conversation et de se questionner sur est-ce qu'on vit dans un monde juste? Non, je trouve pas. Mais je crois qu'on ne peut que s'appuyer sur la justice pour protéger notre démocratie. Mais en tant que citoyen, il me semble qu'on se doit de la questionner. Oui, je suis d'accord avec Dominique et Léa, mais je dirais que pour croire complètement en la justice, il faut accepter qu'elle soit intranquille et que cette intranquillité peut aussi générer de la violence énormément. Et qu'on n'a pas attendu ce qui se passe en ce moment pour vivre dans un monde violent, mais que je crois que beaucoup plus que la question de croire ou non en la justice, parce que de toute façon la justice est présente dans nos vies, qu'on le veuille ou pas, et l'injustice également, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de la responsabilité et de la confiance qu'elle est censée pouvoir impliquer. Voilà, je crois que la responsabilité, ce serait bien de revenir quand même à ces choses-là. La responsabilité, être responsable. Voilà. Eh bien, donc c'est sur cette magnifique valeur que s'achève la conférence de Dossier 137. Je vous invite à applaudir très fort toute l'équipe.